Quand une femme parle d'argent ou d'investissement, pourquoi cela suscite souvent des réactions négatives de la part des hommes? Est-ce une question de compétence, de préjugés, de peur ou d'intimidation tout simplement? Je vois trop souvent circuler dans les réseaux sociaux une philosophie selon laquelle quand une femme a réussi socialement et assume son pouvoir économique, ou tout simplement financier, cela envoie une connotation négative aux hommes qui pensent qu'à fortiori, elle veut dominer les hommes. Ou que tout simplement, elle leur paraît hautaine et imbue de sa personne. Est-ce vrai? Ou alors, tout simplement, ils se sentent ébranlés dans leur rôle et ont peur de perdre une forme de contrôle ou de domination dans des domaines traditionnellement masculins. Dans cette vidéo, je vais vous partager une expérience personnelle que j'ai vécue la semaine dernière suite à une vidéo qui était parue et un monsieur très remonté est venu me faire des commentaires. Nous allons ensemble examiner ces remarques, mais surtout pour étayer mon propos de la semaine dernière, je vais encore prendre des exemples plus concrets pour mieux mettre en exergue l'investissement immobilier qui est un gouffre financier et l'investissement boursier. Et à travers ces exemples concrets, je vais tout simplement démonter ces préjugés. Hello la diaspora, bienvenue sur votre chaîne Diaspora Elite Finance. Je suis Ghislaine Bilog-Martinez. Avec mes 10 ans d'expérience auprès de la première banque européenne et française, cette chaîne vous partage ici toutes les stratégies financières et bancaires pour vous permettre de structurer solidement votre patrimoine. Si cette thématique t'intéresse, abonne-toi, tu es au bon endroit. Nous mettons une vidéo instructive chaque semaine. Alors, revenons à notre sujet principal. Par ce sujet, j'aimerais bien attirer votre attention déjà sur le fait que je parle de manière générale des finances et des investissements. Le but ici, en vous démontrant une mauvaise rentabilité que vous pourrez tirer d'un investissement, ne veut pas dire que je suis contre cet investissement. D'ailleurs, pour ceux qui suivent cette chaîne régulièrement, savent que je suis pour la diversification. Du moins risqué, du plus risqué. En fait, il faut diversifier pour tirer le meilleur parti des investissements en général. Donc, je fais cette piqûre de rappel pour ne pas laisser penser que je ne suis pas pour l'immobilier. L'immobilier, c'est bien, mais c'est pas là où on va aller chercher une forte rentabilité. C'est un investissement de bon père de famille pour sécuriser une forme de transmission de succession, pour se constituer un patrimoine à léguer. Et quand on veut des rentabilités importantes sur le marché, l'immobilier n'est pas l'endroit approprié. Il faut plutôt aller sur le marché boursier. Et pour que ces thèses soient beaucoup plus compréhensibles pour vous, je passe à des cas pratiques concrets, en vous démontrant chiffres à l'appui ce que chaque investissement pourrait apporter concrètement. Le but étant que chacun fasse ses choix en toute connaissance de cause, mais ne se laisse pas miroiter une potentielle rentabilité, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté parce qu'elles souhaitent rentabiliser leurs investissements à court, moyen, long terme. Ça dépend de la stratégie patrimoniale de chacun. Ceci dit, passons maintenant à notre exemple. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo intitulée « L'immobilier en gouffre financier ». Pour que tu puisses comprendre cette vidéo concrètement, je t'invite d'abord à regarder celle de la semaine dernière et celle-ci sera la suite logique de celle-là parce que les exemples se complètent. Alors, dans la vidéo de la semaine dernière, avec des chiffres à la clé, je démontrais pourquoi l'investissement immobilier était moins rentable tout en étant énergivore, comparé à l'investissement boursier qui était fortement rentable, sans complètement annihiler le risque associé. Cette analyse a suscité plusieurs réactions, mais celle d'un monsieur a particulièrement attiré mon attention. Il est venu en commentaire m'indiquer que mes chiffres étaient complètement faux et que oui, bien sûr, c'est lui qui avait les bons chiffres et raisonnait de manière logique. Malgré mes efforts de lui expliquer ma méthode de calcul, il a persisté dans la critique en devenant de plus en plus virulent. Mais surtout, je ne voulais pas monter dans la surenchère de la mégalomanie. J'ai pris de la hauteur et j'ai réfléchi. Et je me suis demandé ce qui a perturbé autant ce monsieur. Est-ce uniquement les chiffres ou le fait pour certains hommes de se sentir menacés ou en infériorité quand une femme parle de finances? Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous lisions les commentaires de ce monsieur et ensuite lui prendre d'autres exemples. Mais cette fois, je vais aller pas à pas et aller dans son sens avec les mêmes critères. Parce que la semaine dernière, j'étais plutôt clémente parce que je voulais aller en douceur et ne pas brutaliser les mentalités des gens qui croient à l'investissement immobilier. Mais la réaction de ce monsieur m'a donné le courage d'aller un cran au-dessus. Que dit ce monsieur? Les calculs ne sont pas clairs et même erronés à des moments. Pour rappel, là, j'ai remis les chiffres de la semaine dernière. J'ai grossi les traits. Pour ceux qui veulent vraiment tout comprendre, je les invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière. Il me dit qu'il faut considérer 200 000 € plus les 20 000 de l'apport. La valeur passe à 220 000. Or, la réalité est là. Le vendeur a affiché son appartement à 200 000. À la fin, j'avais dit que le bien, on le revendait à 269 000 €. Ce qui est quand même une valorisation de plus 35%. Ce qui est énorme. Mais bon, ça c'est bien, ça va dans son intérêt. Donc, il n'en parle pas. Il me dit, avec une valeur qui augmente de 2%, nous sommes à 296 000 aussi après 15 ans. Mais
Pour rappel, hein, comme je disais, lui, il fait ça plus ça, et c'est ça qui calcule 2%. Aussi, après 15 ans, je suis propriétaire d'une maison. Dans le cas de l'investissement boursier, je n'aurai que 55 cas si votre augmentation de 7% est constante, ce qui relève de l'exploit. Pourrait même passer à 0. Dans votre exemple, les actions ne sont pas du tout la bonne option. Juste pour rappel, on vend le bien à 200 000 euros. Moi, j'apporte 20 000. Les frais de notaire, les frais bancaires, les frais de garantie. J'avais dit que la banque prêtait 200 000. Donc, si je prends ces 3 frais-là, ça me fait 22 000 euros. 22 000 amortis par mon apport. Donc, le banquier, normalement, doit même toujours me prêter 202 000. Mais moi, je suis restée à 200 000. Je me suis dit, peut-être vous confondez le financement et la rentabilité. Et d'ailleurs, dans les 2 cas, votre exemple ne tient pas. Même si je finance des 20 000 bien amortis, les frais de notaire, c'est pour ça qu'on vous demande un apport quand on finance un bien immobilier. C'est parce que vous devez amortir ces frais-là. Et la banque, généralement, ne finance que le bien. C'est ça, le deal. Maintenant, quand on passe aussi à une rentabilité, nous devons calculer tout ce que vous avez consenti comme effort, y compris votre apport. Il me répond, soit la valeur de la maison est 220, comme j'apporte ça, il veut que je les rajoute là, soit le montant à financer est de 180K. Comme j'ai un apport, je vais le déduire là. Allons dans votre raisonnement. Si je fais ça, je fais 220 ici, il faut quand même que je déduise ces frais. Sauf que ce cher monsieur, j'ai l'impression que vous regardez la vidéo avec pour seul objectif de venir critiquer. Parce que tout est dit dans la vidéo. Et je dis dans la vidéo pourquoi on va sur cette option. Dès le départ, on parle d'investissement. Et pour le deuxième volet, pourquoi vendez-vous le bien? C'était l'objectif, cher monsieur. Et c'est en vendant le bien qu'on va comparer les rentabilités. Puisque ce qui ne comprend même pas ce monsieur, c'est que en bourse, on n'a pas fait d'emprunt. On a mis 20 000 de départ, sans tracasserie, on en a retiré 55 000. Nous, de l'autre côté, dans l'immobilier, pour pouvoir investir, il faut d'abord un crédit bancaire. Dans l'exemple de la semaine dernière, je n'ai pas inclus les travaux. Celui qui a investi en bourse sera-t-il en mesure de s'acheter une maison en cash donc après 15 ans? Point d'interrogation. En réalité, vous comparez un mauvais investissement immobilier à un bon investissement en bourse. Vous savez, les chiffres, on peut les faire parler en fonction de nos attentes. Pour votre info, j'ai investi en immobilier et en bourse. Je crois que c'est plutôt l'information principale qui voulait me faire passer. Tiens-toi, Caro, moi je suis un grand investisseur, sache que moi je connais. J'ai été très injuste la semaine dernière parce que j'ai comparé un investissement immobilier qui lui bénéficie d'un gros levier de l'emprunt pour aller se chercher un patrimoine. Or, au niveau de la bourse, je n'ai pris que les 20 cas que la personne avait et je n'ai fait rien d'autre. Mais malgré ça, cet argent a quand même performé. Donc ça, c'était une petite remarque. Maintenant, passons aux exemples concrets pour démonter tous les préjugés. Revenons sur notre investissement immobilier pour faire justement plaisir à ce monsieur. On va améliorer les conditions de l'investissement. Mais en plus, on va aller avec l'investissement financier comparer les mêmes critères, exactement les mêmes critères. Pour que cela soit réaliste, j'ai dû revoir le prix de l'appartement à la baisse, vraiment toutes les conditions à la baisse et les améliorer, notamment ici dans l'immobilier, pour qu'ils ne nous accusent plus de faire une comparaison entre un mauvais investissement immobilier et un bon investissement financier. Donc, allons-y. Le prix de l'appartement, il est à 70 000 euros. On a baissé. Les frais de notaire à 5 600. Les frais bancaires à 3 000 euros. Les frais de garantie sont à 2 000. Et l'apport en lui-même, c'est les 20 000 initialement que le client veut placer. L'emprunt, c'est 50 000 euros. On a les 20 000 qu'on va apporter. Mais ces 20 000 seront réintégrés pour calculer la rentabilité dans le coût total de l'emprunt. Ici, j'ai également baissé le taux de l'emprunt hors assurance. J'ai mis un taux à 3%. L'assurance sera de 10 euros par mois. Je l'ai baissé puisque le taux de l'emprunt a baissé sur une durée de 15 ans, à savoir 180 mois. La mensualité de l'emprunt sera de 345 euros. En effet, en baissant tous les éléments, l'emprunt, et en améliorant les conditions pour que ça soit un bon investissement, ça va rassurer monsieur. Il va voir qu'il fait 345 euros d'emprunt, il va percevoir en loyer 520. Donc pour lui, psychologiquement, c'est déjà rassurant. Justement, passons maintenant au loyer. Le loyer brut, il est de 550 euros. Brut, pourquoi? Parce qu'on a des charges de 30 euros. Ici, on a fixé le loyer à 550 euros parce que je me suis projetée sur une région, par exemple, région de Grenoble, pour se dire, dans un appartement de 70 000 euros, combien je peux espérer le louer. Effectivement, j'ai vu les montants qui varient entre 300 euros et 550 euros. Et j'ai pris la fourchette la plus haute. Vraiment, là, on fait tout pour
améliorer cet investissement. Donc, les charges à 30 € par mois, la taxe foncière, ça peut pas être en dessous de 700 €. Les travaux d'entretien, parce que ici, j'ai intégré les travaux. Là, allons vraiment dans le cœur de l'investissement et défalquons réellement tous les frais. Parce que quand on va dans un investissement immobilier, il faut prévoir les travaux. Ça, c'est le nerf de la guerre. Et c'est ici qu'on va accuser des coûts assez élevés qui vont drastiquement réduire notre rentabilité. On a 4 types de travaux prévus quand on va dans un investissement immobilier. Mais pour simplifier, j'en ai regroupé quelques-uns. On a les travaux d'entretien courant. Ici, on va prévoir de faire des rafraîchissements des murs pour la peinture. Et ça se fait tous les 3 à 5 ans. Ou aussi, quand un locataire s'en va, on est obligé de faire des travaux de rafraîchissement. Ensuite, on a les travaux intermédiaires et ils sont effectués tous les 7 ans à 10 ans. Et il s'agit de quoi concrètement comme travaux? Ça peut être du carrelage, de refaire un parquet dégradé, une chaudière, un radiateur électrique. Et en 3, on a des rénovations majeures. Ici, ils sont effectués tous les 15 ans selon la vétusté du bien. Ça peut être des travaux de réfection de toiture, des isolations ou de ravalement de façade. Ça, c'est obligatoire. Ou encore, le bien peut complètement vieillir et on le refait à neuf car cela influence aussi la perception des locataires pour intégrer le bien. Notamment refaire toute une cuisine ou toute une salle de bain parce que ces pièces, généralement, s'usent assez rapidement. Et en 4, finalement, on a des travaux imprévus. Ici, il s'agit tout simplement d'une réserve de précaution. On l'évalue à 5% du montant du bien. Parfois, on est devant des situations complexes où le locataire n'a pas réellement pris d'assurance. Il faut les débourser. C'est pour ça qu'on parle d'imprévu. C'est une enveloppe qui doit exister quand on est un bon gestionnaire. Sans oublier les impôts fonciers qu'il faut payer à l'année à 1248. Sur 15 ans, il faudra les payer. Et ensuite va arriver les 15 ans où on devra revendre le bien. Il ne faut pas oublier aussi, quand on est de bonne foi, que dans l'immobilier, il y a aussi un risque. C'est-à-dire qu'on peut acheter un bien à un certain prix et dans une certaine zone. Quelques temps après, au bout de 5 ans, 10 ans, je n'en sais rien, il y a un événement qui fait que le bien peut perdre sa valeur. Notamment, on vient construire une barre d'immeubles HLM à côté de notre bien. Et malheureusement, beaucoup de gens n'auront pas envie de venir vivre là. Et donc, ça va réduire la valorisation de notre bien. Mais nous sommes restés assez positifs dans ce cas. On projette de revendre le bien à 94 000. Pourquoi? Parce que on l'a valorisé à 1% par an. La valorisation a été calculée en fonction de plusieurs éléments. Nous sommes restés sur du 1% parce que le 1%, c'est ce qu'il y a de correct sur la zone. Donc, on le vend à 94 000. Les frais de revente sont à 6%. Et il y a une imposition à payer sur la plus-value. En revente nette, on se retrouve avec 81 267. Mais c'est pas fini. En plus de ce gain, on a des loyers. On est à 99 000 €. Donc, tous ces gains, 99 000 plus 81 267, on déduit le coût total qui est à 150 172. Ici, le coût total de l'opération, de toutes les charges, y compris le coût de l'emprunt immobilier, on est à 150 000 €, 172. On a un gain de 30 000 €. Donc, je suis restée sur l'exemple amélioré pour rester positif et j'ai encore drastiquement amélioré les conditions pour qu'on ait un gain et après on va le comparer avec le gain de l'investissement financier. Et maintenant, passons à l'investissement financier. Comme on a dit, on partait exactement sur les mêmes critères. Dans cet exemple, nous irons aussi chercher le levier de l'emprunt bancaire que nous n'avons pas recherché avec l'exemple de la vidéo de la semaine dernière. Donc, à savoir, on emprunte 50 000 et quand on emprunte, il y a un coût. Donc, vous voyez que le coût va aussi augmenter. L'emprunt est de 50 000 € sur les mêmes conditions de 15 ans que dans l'emprunt immobilier. Le taux hors assurance à 3%, on l'a gardé pour qu'on ait exactement les mêmes critères. L'assurance à 10 € par mois, idem, conservé. La mensualité, conservée également, 355 par mois. Ici, on a notre apport en immobilier qu'on avait à 20K. Ici, nous, on va aussi l'apporter. Ce qui va faire que le montant total du capital investi sera de 70 000 €. À savoir les 50 000 d'emprunt plus nos 20 qu'il y a d'apport, ça fait 70 000 €. Quand on investit dans les marchés financiers, on paye des frais. Ça s'appelle des droits d'entrée. Pour entrer dans un contrat, on doit payer. Ici, je les indiqué à 1%. Comme je dis, selon les établissements, ça se négocie. Surtout pour ces montants d'investissement, on peut vraiment aller les négocier parce qu'on est un bon investisseur. On a des frais de gestion par an sur le montant global de notre portefeuille qui sont à 0,1%. Ça aussi, c'est des frais que j'ai indiqués, mais dans certains établissements, vu la gestion en ligne, ces frais sont à 0, mais laissons à 0,1% de notre portefeuille. Contrairement à la semaine dernière où nous étions sur un profil prudent, parce que nous n'avions pas la pression
ou la contrainte de l'emprunt. Cette fois-ci, nous avons l'emprunt, nous devons le rembourser. Et le but aussi, c'est d'aller faire des gains. On n'est pas resté sur un profil prudent, mais sur un profil équilibré. Malgré le fait qu'on a pris un profil équilibré, qui veut dire qu'on va aller chercher beaucoup de rentabilité, à 50% de notre investissement, j'ai quand même limité la rentabilité moyenne qu'on pourra attendre de 6% par an pour un profil équilibré. J'ai vu très très bas. Mais restons sur ces 6%. Si on me donne 6% par an, au bout de 15 ans, voilà la valeur finale de mon contrat. Il sera à 166 000 €, 0,81 €. Maintenant, j'ai emprunté. Et sachant qu'il y a aussi des coûts au niveau des droits d'entrée, plus les frais de gestion et l'emprunt bancaire, voilà le coût total de mon opération, 71 040. Et ce coût, une fois déduit, on a un gain de 95 041 €. Donc, 95 000 € de gain. Quand dans l'immobilier, je l'ai laissé là pour qu'on puisse comparer, quand dans l'immobilier, j'ai 30 000 € de gain. Sans oublier toutes les tracasseries autour, la gestion de nos locataires, aller chercher le crédit auprès des banquiers, préparer un dossier, j'en passe. L'aléa, le seul aléa qu'on a en bourse, c'est la volatilité, effectivement. Mais pour ça, il faut avoir des stratégies d'investissement. Après avoir démontré la force des chiffres entre l'investissement immobilier et l'investissement financier, mesdames, j'aimerais m'adresser à vous avec un message de force et d'espoir. D'abord, sachez que les femmes ont toujours été des bâtisseuses. Et elles jouent un rôle fondamental dans la gestion financière des ménages, bien que ce rôle soit souvent invisible. Regardez nos mères en Afrique. Avec des petits revenus, elles ont élevé des médecins, des avocats, des docteurs, des entrepreneurs et j'en passe. Pourtant, leurs compétences sont souvent sous-estimées. Mais imaginez-vous un instant, mesdames, que nous mobilisions le potentiel des femmes. Nous pourrons transformer nos foyers, nos communautés et même les économies de nos nations et de tout notre continent. Alors prenez conscience de votre pouvoir, mesdames. Vous êtes des actrices proactives du changement économique de notre continent. Et surtout, n'attendez pas l'approbation d'une personne pour apprendre la gestion de vos finances, à investir ou à entreprendre. Votre patrimoine est complexe et nécessite une structuration approfondie, que ce soit en Occident ou en Afrique, où nous accompagnons des entrepreneurs et des particuliers. Nous proposons un accompagnement personnalisé et un suivi adapté. Contactez-nous via notre adresse mail ou le lien de notre site web mis en barre de description. Nous vous offrons 30 minutes d'échange pour établir un diagnostic rapide de votre patrimoine et convenir ensemble si un accompagnement est nécessaire ou pas du tout. Tu es passionné par les thématiques financières, bancaires, fiscales et même les stratégies d'affaires? Abonne-toi, tu es au bon endroit. Nous mettons une vidéo instructive toutes les semaines. Témoigne-nous ton soutien en likant et en partageant cette vidéo pour impacter les femmes de la diaspora pour qu'elles reprennent leur gestion financière en main, ce qui va contribuer à activer leur indépendance financière et a fortiori le développement de leur continent. Que penses-tu de cette thématique qui est d'inciter les femmes à reprendre le pouvoir de leur indépendance financière? Vos expériences en commentaire sont les bienvenues. Je vous lirai avec attention et je vous répondrai si nécessaire. Mais surtout, n'oubliez pas, chère diaspora, que prendre soin de vos finances, c'est prendre soin de vous.